c'est qu'être anglais. C'est vrai qu'on se demandait, là, depuis quelque temps, ce qui se passait en Angleterre, on était assez... je dirais assez trouble, c'est le moins que l'on puisse dire. On se demandait que l'Angleterre de Winston Churchill était morte et enterrée. Eh bien, il s'est passé beaucoup de choses. On va en parler juste tout de suite avec Éric Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Alors vous étiez à Londres donc samedi, vous avez assisté à la manifestation, vous avez parlé d'ailleurs, il y avait Elon Musk aussi qui a pris la parole en anglais, vous y étiez là, et au fond, qu'est-ce qui a retiré? Alors, il y a eu évidemment toute la polémique, 110 000 selon la police, 3 millions selon leurs organisateurs, on connaît ça. Mais c'est vrai que pour qui a regardé par les drones et par ceux qui surplombaient la manifestation, ils étaient en tout cas, franchement, personne ne peut le nier, beaucoup plus que 120 000 en tout cas. Je pense vraiment que, je sais pas, parce que moi franchement je rentre jamais dans ce genre de querelle parce que je suis incapable de compter, mais en tout cas ce qui est sûr, et vous avez raison, on le sentait quand on y était, parce qu'il y avait des gens devant, il y avait des gens qui étaient sur les façades des immeubles à côté, enfin vous voyez, il y avait des gens partout, et quand j'ai vu, comme vous, les images par les drones de la télévision britannique, on voit que ça m'a fait penser, vous savez, à la célèbre phrase du général de Gaulle quand il défile, il descend les Champs-Élysées à la Libération août 44. C'est la mer. Et il dit c'est la mer. C'est la mer. Eh ben, je vous assure, j'ai immédiatement pensé, en voyant ces images, je me suis dit là, c'est la mer. Quand il y a du monde comme ça, je pense que c'est au-delà de plusieurs centaines de milliers, voire 1 million. Mais peu importe, vous avez raison. Alors qu'est-ce que ça traduit? Deuxième chose. Oui. Moi, je vais vous dire, j'ai entendu, vous savez que mon anglais n'est pas brillant, mais quand même, je sais reconnaître des slogans quand ils sont répétés, même en anglais. Il y a eu 2 slogans répétés sans cesse et qui vont vous donner la température de cette immense manifestation. Le premier, c'est « Send them back ». Ça veut dire renvoyez-les. C'est pas remigration, quoi. Exactement, enfin, remigration. Ouais. Send them back, oui, envoyez-les. Renvoyez-les. Et le second slogan, c'était We want our country back. Ce qui veut dire, évidemment, nous voulons retrouver notre pays. Voilà, c'était les 2 slogans qui voilà, je vous assure, on les a entendus en boucle. Comme j'ai attendu longtemps avant de parler, parce que c'était une énorme manifestation, il y avait entrecoupé de musique, vous voyez, ça m'a fait penser, et c'est très bien que notre camp fasse la même chose, au grand concert de SOS Racisme dans les années 80, avec des vedettes, etc., qui amènent du monde, et c'est très bien comme ça, parce que ça donne un côté chaleureux et festif à une manifestation politique. Donc voilà pour vous situer l'esprit de cette manifestation. Maintenant, on me demande souvent, mais qu'y avait-il ? On me dit l'extrême droite. Ça m'amuse beaucoup quand j'entends ça, parce que j'ai pas vu une seule chemise brune, un seul uniforme de SS. Vraiment, vu des drapeaux ils se sont bien cachés. Franchement, j'ai vu des drapeaux anglais. J'ai vu un drapeau israélien et j'ai vu le peuple anglais. Vous parliez du peuple anglais de Churchill. Voilà, j'ai vu le peuple anglais qui soutenait Churchill en 40 contre les élites. Le peuple des bières, le peuple du football. Exactement. Et là où vous avez tout à fait raison, c'est que ce peuple-là, j'étais allé à Londres il y a un an auparavant, mais je ne l'avais quasiment plus vu à Londres. C'est-à-dire qu'on ne voyait que des femmes voilées, que des hommes en camis. C'est impressionnant, Londres. Vous exagérez pas un peu? Ah non, je vous assure, vraiment. À part dans quelques quartiers chics, où il y a encore des Anglais, habillés à l'occidental, etc. Ça existe, je dis pas le contraire. Mais il y a d'innombrables quartiers où je me suis rendu. Je m'étais même fait filmer à l'époque par mon jeune caméraman. Et vous verriez, il y a effectivement des enfants de 6-7 ans avec un voile intégral. C'est-à-dire comme en Afghanistan. Il y a d'innombrables quartiers aujourd'hui à Londres qui sont l'Afghanistan. Donc pour vous, je vous assure que je n'ai pas inventé. Et pour vous, on parlait des pubs pour rigoler, mais vous avez raison. Dans le quartier où j'étais, je crois que c'était Whitechapel, on m'a montré le dernier pub anglais. Le dernier. Le dernier. Et on m'a dit, voilà,
C'est le dernier qui reste dans ce quartier. Whitechapel, en plein cœur de Londres. Ouais, c'est extra. Alors justement, par rapport à ça, Éric Zemmour, je voudrais savoir ce qu'on a senti, donc la réaction que vous dites, les slogans que vous dites, c'était de dire oui, nous aussi on est là, quoi. On est là, on est de retour. C'est plus que ça. C'est on est là. On veut rester majoritaire dans notre pays et on veut les renvoyer parce que manifestement on ne peut pas vivre avec eux. Trop de violence, trop de comme tout simplement de différences culturelles. Manifestement, ces gens-là ne veulent pas s'assimiler à la culture anglaise ou à la culture française, c'est la même chose. Et donc, les peuples d'origine, de souche, comme on dit, disent, eh ben alors dans ce cas-là, qu'ils rentrent chez eux. On n'en veut pas, s'ils ne veulent pas vivre comme nous. Je crois que c'est la question fondamentale, qui est avec une intensité hors du commun, parce que l'évolution, c'est que le peuple anglais va devenir minoritaire sur son sol. Bien sûr. Vous savez qu'ils ont le droit, eux, aux statistiques ethniques, et donc on en voit régulièrement. On sait déjà qu'à Londres, même, les Blancs anglais sont en minorité. Donc vous me demandiez si j'exagérais pas, les chiffres vous répondent. Et deuxièmement, des chercheurs de l'équivalent de l'INSEE britannique ont déterminé que à partir, je crois, de 2040 ou 2045, dans toute l'Angleterre, je dis bien dans toute l'Angleterre, les Blancs seront minoritaires en Angleterre. Donc, si vous voulez, s'il est minuit moins une, et ce peuple anglais que je voyais là enfin, en tout cas, réagissez. Se réveille enfin. Alors justement, je voudrais que vous écoutiez. Il y a eu hier, il y avait une discussion sur LCI, un débat comme d'habitude. Je crois qu'avec Darius Rochemin ou Aniva, je ne sais pas. Moi, j'étais avec Darius Rochemin, mais je n'étais pas à toutes les émissions d'LCI. Alors, il y avait un journaliste, Gallagher Fenwick, pour ne pas le nommer. Écoutez ce qu'il disait par rapport à cette manifestation. C'est intéressant. C'est un succès absolument colossal pour Tommy Robinson. Jamais il a pu sortir autant de monde dans les rues. Alors, il continue, il va encore continuer à parler, mais je voulais un peu réduire, parce que le temps, sinon c'était 5 minutes. Il dit que, oui, mais attention, savoir que Tommy Robinson, toujours en tout cas selon ce journaliste, il est repris de justice, islamophobe, raciste, populiste, tout mot que vous connaissez bien, etc. Et c'est vraiment, c'est un type en tout cas qui vraiment magouille, etc. Enfin, c'était très marécageux. Et voici ce qu'ajoute le journaliste de LCI. Et ensuite, vous avez des facteurs, j'allais dire, qui sont internationaux. D'où la présence d'Éric Zemmour, de Steve Bannon. C'est l'illustration de ces thématiques qui sont très très chères aux nationaux-populistes, aux identitaristes, aux racistes, qui se retrouvent et Tommy Robinson l'exposait très bien, c'est terminer la censure. On peut dire maintenant ce qu'on veut sur les musulmans, sur l'islam, sur les immigrés, mais regardez les drapeaux anglais, pas britanniques, regardez le phénotype des gens qui sont dans la rue, et imaginez quand vous êtes britannique, que vous êtes là depuis 3 générations, que vous êtes pakistanais, ou indien, ou arabe, aujourd'hui, c'était pas une belle journée. Voilà, c'est-à-dire que c'est en fait, il transforme ça en une espèce de manifestation contre les Pakistanais, les Arabes et compagnie. Je vais vous dire, je vais vous répondre, parce que c'est intéressant, c'est dommage qu'il m'ait pas confronté à ce monsieur. J'aurais aimé lui répondre. D'abord, oui, on peut parler d'international, et j'assume, tout simplement comme il y a eu une internationale socialiste à la fin du 19e siècle. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Vous savez, l'internationale socialiste n'a pas empêché les Français et les Allemands de se faire la guerre en 1914. Et ce pauvre Jaurès y a laissé la vie. Donc, on sait ça existe. Pourquoi ça serait le privilège de la gauche ? Oui, il y a un grand mouvement occidental de tous les peuples d'Occident qui, comme je le dis depuis des années, ne veulent pas mourir. Ça, c'est un fait, et j'assume, et je pense même que c'est notre chance historique. Parce qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'Europe et de l'Occident un mouvement qui soit né sur une partie du continent et avec les États-Unis, qui ne se répandent pas. Attendez. Oui. Et deuxièmement, c'est très important que ça prenne une ampleur énorme aux États-Unis et en Angleterre. États-Unis avec l'élection de Trump,
l'Angleterre avec cette immense manifestation. Vous avez vu que même nos adversaires... Avec Elon Musk qui était là aussi. Elon Musk était là aussi, enfin qui était en visio. Oui. C'est très important que ça parte des États-Unis et de l'Angleterre parce que historiquement, depuis à peu près 3-4 siècles, depuis les révolutions du XVIIe siècle en Angleterre et les grands mouvements d'émigration vers les États-Unis, tous les mouvements révolutionnaires sont partis des États-Unis et de l'Angleterre et sont arrivés en France et ont vaincu. Donc, j'y trouve une source d'optimisme et d'espoir. Mais quand on les traite comme ça de racistes, de populistes... Mais justement, je vais continuer. Allez-y. Je me souviens d'avoir lu un texte absolument magnifique de Lévi-Strauss, qu'on peut difficilement traiter de raciste, puisque c'est lui qui a écrit le texte majeur de l'UNESCO après la guerre, Race et Histoire, qu'on faisait lire jadis, je ne sais pas si on le fait lire encore, à tous les jeunes à l'école. Donc c'est celui que le monde entier est venu chercher pour donner une légitimité intellectuelle à l'antiracisme et la haine du racisme après la Seconde Guerre mondiale et le Hitler, etc. Qu'est-ce que disait Lévi-Strauss ? Il disait vouloir défendre sa culture, son identité, ce n'est pas être raciste. C'est même le contraire, puisqu'on on renforce la diversité du monde. Ces gens-là ont la diversité à la bouche en permanence et ils interdisent au peuple européen de culture gréco-romaine et chrétienne de défendre leur propre culture. Mais je suis désolé, moi je n'empêche pas les Indiens ou les Arabes ou les Pakistanais d'être Indiens, Arabes et Pakistanais chez eux. Je ne les empêche absolument pas. Ce que je refuse, c'est que ces gens-là sont dans nos pays et refusent de s'assimiler, c'est-à-dire de prendre les mœurs de nos peuples. Ça, oui, je le refuse, parce que ça s'appelle, mon cher André, non pas une immigration, non pas une intégration, mais une colonisation. Quand des gens viennent sur un territoire et maintiennent leurs mœurs et les imposent aux autochtones, ça s'appelle une colonisation. C'est ce qu'ont fait les Français en Algérie et c'est ce qu'ont fait les Anglais aux Indes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je dois dire que ce qui m'a étonné, c'est que dans ce mot de disant « Ah, il y a des gens qui sont très tristes », mais pas un mot sur les dizaines de milliers de jeunes Anglaises de 10 à 14 ans, les fameux grooming gangs qui ont été tabassés, esclaves sexuels, torturés, etc., par des gangs de Pakistanais. Pas un mot. On n'en parle pas de ça. Mon cher André, vous avez tout à fait raison. C'est ça le sujet de fond. C'est que cette immigration, cette immigration, non seulement refuse de s'assimiler, non seulement toute une partie ne travaille pas et vit d'aide sociale. Il y a une partie qui travaille, il ne faut pas être malhonnête. Non, mais je ne dirai jamais le contraire. Mais il y a toute une partie qui ne travaille pas et elle est de plus en plus nombreuse et elle vit d'allocations sociales du peuple autochtone. Et surtout, il y a une violence endémique propre à ces peuples colonisateurs et ces civilisations contre les peuples autochtones. On le voit en France avec les innombrables attentats et crimes au cri d'Allah Akbar, et on l'a vu en Angleterre, vous avez tout à fait raison, avec ces comment on appelle ça, grooming gangs. Ouais, les grooming gangs. C'est-à-dire que je ne sais pas si vos auditeurs connaissent, mais c'est une horreur. C'est une horreur depuis 25 ans. Absolument. Et qui ont violé des centaines, je crois, de gamines qui avaient, je crois, 11, 12, 13 ans, uniquement parce qu'elles étaient blanches. Il faut l'expliquer aux gens. Et c'est ça qui a à l'origine de la colère du peuple anglais. Je ne sais pas s'il y a une colère plus légitime que ça. Et donc, comme vous dites, ce n'est pas seulement en Angleterre. On a vu, il va tout mélanger et tout généraliser, mais enfin, on a vu le meurtre de cette pauvre Ukrainienne de 23 ans, qui avait quitté l'Ukraine parce qu'elle n'en pouvait plus et se réfugie en Amérique, et c'est en Amérique qu'elle se fait égorger. On a vu aussi cet Assyrien, vous savez, handicapé, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela, qui a été aussi égorgé en France. Donc, cette Ukrainienne est un cas intéressant parce que vous dites il ne faut pas tout mélanger, mais en fait c'est le même sujet. Son assassin qu'on a vu sur les images, qui était comme on dit aux États-Unis, un Afro-américain, un racisé. Un racisé, on dit ça en France, mais aux États-Unis c'est un Afro-américain, a dit lui-même j'ai tué cette blanche. Ça peut pas être plus clair. Il aurait dit, paraît-il, après, c'était pour venger l'esclavage. On est exactement dans une logique de revanche historique.
qu'avait prévu d'ailleurs Frantz Fanon. Vous savez, Frantz Fanon, pour nos jeunes auditeurs, nous et moi, on connaît parce que il était très connu dans les années 60 et après sa mort. C'était le grand allié du FLN algérien, l'ami de Jean-Paul Sartre, qui lui avait écrit une préface célèbre dans laquelle il dit qu'il faut tuer les pieds noirs. Attendez, Sartre, c'est très important parce que Sartre disait tuer un Européen, c'est faire deux personnes libres. Le colonisateur est tué et l'autre est libéré. Voilà. Je vois que nous avons les mêmes sources. Et ce monsieur Frantz Fanon, donc, disait le colonisé a une soif de revanche et est un colonisateur qui veut prendre sa revanche sur le colonisé. Donc, c'est évident que nous vivons ce moment-là. Dans cette violence qui est appelée par la gauche fait divers. Même le président de la République dit qu'on ne va pas brunch-washer, c'est ça ? Oui, brainwasher sur des faits divers. Lavage de cerveau. Ouais. Voilà, mais justement, il faut brainwasher sur des faits divers quand ils sont massifs et quand ils révèlent quelque chose. On a fait ça, d'ailleurs, pendant des siècles. Non, bien sûr. La religion disait c'est le péché originel. Au 19e siècle, on a dit c'est la pauvreté. Puis on a dit d'autres choses. Et aujourd'hui, moi, je vous dis, c'est en vérité des meurtres qui sont le fait de milices coloniales contre le peuple autochtone. Mais alors, si j'ai bien compris, Éric Zemmour, on va vers des lendemains, je ne dirais pas qui déchantent, mais qui s'affrontent. Parce que je ne vois pas, si vous dites c'est international, effectivement, on voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit ce qui se passe dans certains pays de l'Europe de l'Est, on voit ce qui se passe un peu partout. Enfin, en France, je ne sais pas ce qui va se passer, on ne va pas prédire l'avenir. Mais il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre de, ça suffit comme ça, on veut être chez nous, on ne sait plus où on habite. Donc ça va aller vers quelque chose d'assez... Vous avez tout à fait raison, c'est pour ça que moi, je me bats, et c'est pour ça que je suis rentré dans la politique active, électorale, puisque j'ai l'impression d'avoir toujours défendu mes idées et toujours fait de la politique, mais là je suis rentré dans la politique électorale, avec un parti politique, etc. C'est pas pour rien, c'est parce que je veux éviter ça à mon pays, et que la seule façon d'éviter cet affrontement, cette libanisation, comme je l'ai dit pendant toute la campagne présidentielle, c'est justement de porter au pouvoir nos idées et donc de voter pour Reconquête et les candidats Reconquête partout et surtout à l'élection présidentielle, mais dans toutes les élections. Je crois que c'est la seule solution. Nous sommes les seuls à être dans ce mouvement international que nous avons décrit, c'est-à-dire aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays de l'Est, dans les pays du Nord même, qui est un mouvement non pas simplement populiste et anti-élite, je crois qu'il y a eu une évolution. Et il n'est pas raciste, islamophobe, etc. Il n'est pas raciste. Vous savez, l'islamophobie est un terme qu'ont inventé les fréristes et autres. Oui, les fréristes et leurs alliés wokistes. Pour dire qu'on n'a pas le droit de critiquer l'islam. Mais dans un pays laïque comme la France, on a tout à fait le droit de critiquer l'islam. On a le droit de critiquer le judaïsme, on a le droit de critiquer le catholicisme, on a le droit de critiquer toutes les religions, et certains ne s'en privent pas. Donc on a le droit de critiquer l'islam. Surtout que moi, je vais vous dire, je critique l'islam en France. C'est-à-dire que j'insiste pour que les musulmans, les Français de confession musulmane, changent l'esprit de leur religion, parce que j'estime qu'elle n'est pas adaptée aux valeurs françaises. Mais pour le reste du monde, je ne demande rien. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, je ne prétends pas au rôle historique de Luther de l'islam. Loin de là. Je veux simplement faire comme Napoléon a fait, comme Clermont-Tonnerre a fait, comme les révolutionnaires ont fait, c'est-à-dire adapter une religion étrangère qui... C'est ce qu'a fait Clermont-Tonnerre pour les Juifs, d'ailleurs. Clermont-Tonnerre et Napoléon. Et Napoléon, oui, bien sûr. Vous savez, on cite toujours Clermont-Tonnerre, sa fameuse phrase « Rien aux Juifs en tant que nation, tout en tant qu'individu ». Il faut évidemment répéter ça à tous, c'est-à-dire rien aux musulmans en tant que nation et tout en tant qu'individu. Et il ajoute, dans la phrase suivante, qu'on ne cite jamais, il dit « On nous dit que les Juifs ne veulent pas être citoyens ». Sous-entendu qu'ils veulent garder leur régime particulier, leur bon. Et ajoute Clermont-Tonnerre, dans ce cas-là, qu'on les bannisse. Oui, c'est intéressant. Donc, si vous voulez, ça c'est la Révolution française. La gauche ne peut pas démentir la Révolution française. Donc, effectivement, parce que tout simplement, mais c'est logique, il ajoute, il ne peut pas y avoir de nation dans la nation.
C'est ça. Il a tout à fait raison. Il y a une nation, il n'y en a pas deux sur le même sol. Ouais. Et notre problème aujourd'hui, c'est que nous avons deux nations sur le même sol et que cette nation étrangère et islamique a des alliés au sein de la population française qui sont évidemment représentés par LFI, le parti Jean-Luc Mélenchon, qui est devenu qui retrouve les habits d'une vieille tradition française que sont le parti de l'étranger. Vous savez, il y a toujours eu ça dans l'histoire de France. Il y a toujours un parti de l'étranger, que ça soit l'évêque Cochon, etc. Oui, mais vous êtes dépassé. Il y a une nouvelle France, la France créolisée, comme il dit. Hein. Mais vous ne croyez pas si bien dire. Jean-Luc Mélenchon assume. Je crois que, d'ailleurs, je pense que le conflit du XXIe siècle sera entre Reconquête et LFI. Je pense que ce sont les deux seuls partis. Oui, je pense sincèrement. Je pense que ce sont les deux seuls partis qui ont compris la teneur du clivage d'aujourd'hui, qui est un clivage, on en a parlé au début de votre émission, identitaire, et entre eux, simplement, les Français qui veulent rester français et qui veulent rester en France, et ceux qui veulent aider à l'émergence de ce qu'ils appellent eux-mêmes, ce n'est pas moi, une nouvelle France, un nouveau peuple. Jean-Luc Mélenchon parle de nouvelle France, et qu'il compare aux tiers-États, qu'il compare, etc. Et donc, un nouveau peuple, il le dit lui-même, il faut donner les clés du pays à la jeunesse africaine. Il l'a dit comme ça. Et il a ajouté dans un autre discours que les Français qui se disent de souche, sont un danger pour la paix publique. Alors juste une dernière chose, une dernière question, Éric Zemmour, on pourra en parler. Et effectivement, tout ça est à creuser, et en tout cas on l'a fait en partie. Juste un mot, vous dites c'est entre Reconquête et LFI. Mais le vrai problème, c'est est-ce que le peuple, enfin une bonne partie du peuple, vous parlez d'électoralisme, hein, c'est la majorité, faut être 50 plus 1%, est-ce que ça suffit, votre parti ou le parti LFI? Je ne crois pas. Il faut que vous vous rassembliez bien au-delà. Mais bien sûr, quand je dis ça sera l'affrontement entre LFI et Reconquête, je veux dire que ce sont les deux seuls partis qui ont compris le clivage du présent et de l'avenir. Les autres s'accrochent, du RN au Parti Socialiste et à d'autres, à un clivage social qui a eu son heure de gloire entre 1848 et les années 70 du XXe siècle, mais qui est dépassé. Ça ne veut pas dire que les questions sociales sont dépassées, mais le clivage n'est plus le clivage fondateur. C'est ça que je veux dire. Donc, voilà. Après, évidemment qu'il faudra s'agréger à d'autres partis, mais ce que je veux dire, c'est que je considère que ces deux partis-là sont l'avenir de la vie politique française, et que leur affrontement est porteur de l'avenir de la vie politique française. Évidemment, il faudra s'agréger à d'autres partis. Merci Éric Zemmour. Merci à vous. Voilà, Londres, ça apporte des choses, Londres.